Hello, je profite d'un petit moment d'accalmie, j'ai failli mal le dire, pour pouvoir vous faire une vidéo. J'ai pas mal de choses à vous dire, enfin pas mal, disons des sujets qui me semblent importants. Euh, et donc on va commencer tout de suite. Voilà, bon déjà j'espère que vous allez bien ou à peu près bien en fonction de l'étape dans laquelle vous êtes par rapport à la perte de votre enfant ou par rapport à votre chemin de vie, si jamais vous n'êtes pas parent, voilà. Déjà, je voulais m'excuser du coup pour la dernière vidéo, il y avait eu un gros problème de son que je n'ai pas pu régler. Même en reprenant la vidéo, en essayant de... J'ai rien pu faire. Donc du coup, c'était galère de comprendre ce que je disais vers le milieu de la vidéo. Je crois que ça l'a fait pendant genre 3 minutes, 2 ou 3 minutes, donc je suis vraiment désolée, mais bon, malheureusement, parfois, il y a des petits soucis techniques. Voilà, donc je vous accueille avec mon meilleur peignoir de la vie, hein. Le violet, c'est la vie. Euh, alors, donc déjà, je voulais vous parler des bonnes choses qui font, enfin des bonnes choses, des choses qui font du bien quand on est parent. J'en ai cité énormément dans mes vidéos, mais je voulais cette vidéo particulièrement positive et agréable. Voilà, on a déjà tellement de souffrance, on est tellement mal quand on perd un enfant, que voilà, il faut se raccrocher aux petites choses de la vie. Alors après, on est tous différents. Moi, je sais que personnellement, ce sont les petites choses de la vie qui m'ont fait du bien. Marcher dans la nature, un petit coup de fil, un petit texto des gens que j'aime, me faire un café avec une amie. Tout d'un coup, toutes les petites choses. Bon, j'ai toujours été sensible aux petites choses, mais depuis la perte de ma fille, on va dire que c'est encore plus ancré et encore plus bénéfique pour moi, les petites choses de la vie. Alors oui, ça fait très Amélie Poulain de vous dire ça, je sais, mais c'est la réalité en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup aidée. Bien sûr d'être entourée, de parler, parce que des fois on est toujours à pas parler, mais le jour où ça explose et c'est super mauvais. Il y a des gens qui sont assez introvertis, qui parlent pas du tout, qui ont besoin de faire ça, mais il y en a d'autres qui ne disent rien alors qu'habituellement ils ont tendance à s'exprimer et quand il leur arrive un traumatisme comme celui-ci, ils ne disent rien du tout. Essayez vraiment de vous exprimer, c'est hyper important. Surtout qu'on est dans une société qui commence quand même à s'ouvrir, même s'il y a encore beaucoup de tabous par rapport au deuil périnatal, c'est encore compliqué. Même à l'heure actuelle, je le vois, des fois quand j'en parle, je vois les gens qui veulent couper court à la conversation, mais arrête de vouloir couper court à la conversation, je te parle de ma fille en fait, donc voilà. Euh, et du coup, bah, la société va vous mettre des barrières par rapport à ça, mais c'est pas pour autant qu'il faut le faire. Il faut, si vous avez envie d'en parler, vous en parlez, vous avez pas envie, vous en parlez pas. Basta, voilà. Euh, Au tout début, on est souvent très fragile et on n'est pas armé pour se battre face au discours des autres. Au début, vaut mieux rester chez soi, vaut mieux prendre son temps. Le fait d'être un petit peu dans son cocon, dans son chez-soi, ça fait énormément de bien au quotidien quand on a perdu son enfant. Donc ça, c'est pareil. Faites votre cocon, ça fait partie des bonnes petites choses qui font du bien. Je prends mon café parce qu'après, il va être froid. Euh, Faites tout ce qui peut vous faire du bien. Comme je vous disais, moi j'ai fait une thérapie, j'ai voulu écrire un livre, j'ai écrit des choses, mais finalement je vais pas écrire de livre. J'ai décidé qu'il y avait trop de personnes qui étaient déjà parents qui en avaient écrit. Et honnêtement, bah, ça va faire redondant et je ressens plus ce besoin de faire sortir ce livre en fait. Je préfère me consacrer à d'autres choses qui me semblent primordiales. Cette chaîne YouTube, elle est très riche et le fait de temps en temps de réécouter des vidéos que j'ai déjà faites, de me regarder parler, de m'écouter parler, me font prendre conscience de pas mal de choses et m'aident. C'est une véritable thérapie cette chaîne YouTube, franchement, jamais de ma vie j'aurais pu penser que YouTube serait une thérapie pour quoi que ce soit pour moi. Et puis vous voyez finalement, voilà, la vie est parfois bien faite. Voilà, et puis dans les petites choses qui font du bien, c'est toutes les petites choses surtout qui vous évitent de culpabiliser par rapport à la perte de votre enfant. Comme vous le savez, j'ai dû suivre une thérapie par rapport à la culpabilisation extrême qui me bouffait le cerveau. J'en étais à vraiment me manger le cerveau, j'étais vraiment limite en dépression. Je passais mon temps à penser à chaque événement de la mort de ma fille, à me dire que c'était de ma faute, enfin c'était horrible. J'ai vraiment beaucoup souffert de ça. Donc voilà, faire toutes les, enfin vraiment essayer de tout faire
pour vous enlever cette culpabilité, que ce soit une thérapie, que ce soit n'importe quoi. Et lire des livres. Alors, j'ai une amie, si jamais tu te reconnais, je te fais un gros coucou, qui m'a prêté deux bouquins. Il y en a un qui a été écrit par un hypnothérapeute, euh, donc voilà, et qui a vraiment une vision aussi très scientifique. Voilà, et qui donc en fait fait régresser les gens dans leur vie intérieure, etc., etc. Bon, après ça, on y croit ou on n'y croit pas, chacun croit en ce qu'il veut, encore une fois. Moi, c'est vrai que la réincarnation, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Voilà, je ne saurais pas trop l'expliquer depuis toute petite, c'est des choses qui me parlent, et plus je vieillis, et plus je me sens connectée à ça. Alors c'est peut-être très bête, hein. L'avenir me le dira. Mais c'est pas, je crois, la réincarnation parce que j'ai peur de mourir, hein. Moi, j'ai pas peur de mourir en fait. La mort, c'est une libération. C'est pas quelque chose qui me fait peur. J'ai pas de souffrance par rapport à ça. La mort fait partie de la vie et heureusement qu'il y a une fin parce que la vie, c'est quand même très oppressant. Enfin, il y a des choses merveilleuses dans la vie, mais il y a aussi beaucoup de choses difficiles. L'enveloppe corporelle, c'est quelque chose de lourd, de pesant. Les maladies, les machins, les trucs. Enfin bref, voilà. Mais c'est aussi merveilleux, tous ces plaisirs qu'on peut avoir en tant qu'humain sur cette planète, etc. Bref. Mais voilà, c'est vrai que j'ai une tendance à croire en la réincarnation. Et du coup, elle m'a prêté ce livre. Je lui ai rendu, donc je peux pas vous donner son nom. Et le deuxième livre, ah, il est dans la voiture. Bon, je vais pas aller dans la voiture pour vous le chercher. Mais c'est un livre qui a été écrit également. Alors là, c'est un peu plus mystique, c'est-à-dire que la personne qui a écrit ce livre n'est pas scientifique de base, mais pareil, qui fait des régressions aux gens. Mais je ne sais plus exactement le travail que cette personne fait. Mais le fait est que du coup, c'est deux livres assez intéressants, un petit peu différents, mais quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. Donc je te dis, pour deux personnes qui ont déjà deux personnes qui ont écrit à ce sujet qui rapportent des faits un peu similaires, c'est déjà assez incroyable. Donc après, bien sûr, encore une fois, chacun croit en ce qu'il veut et voilà. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait du bien. Là, je suis au deuxième livre. Le premier, je l'ai terminé. Et, euh, et en fait, bah, dans ce livre-là, il parle justement de la perte des bébés, que ce soit in utero ou après, etc. Et du coup, moi, ça m'a fait du bien. Parce que ça expliquait en gros que c'était déjà écrit, qu'en fait ça devait se passer comme ça. Donc déjà quand tu lis ça, bah moi qui ai tendance un peu à vouloir contrôler les choses entre guillemets, euh, tu te dis bah là je pouvais rien contrôler, ça devait se passer en fait. Voilà, donc même si c'est pas vrai, bah ça me fait un peu plaisir de le croire. Et c'est vrai que j'ai un peu tendance quand même à croire au destin de la vie. Après, dans ces livres-là, il est aussi dit que ça fait partie du karma, que si t'arrive un truc comme ça, c'est pour te faire évoluer, réfléchir, ou pour payer en gros une vie passée, quoi, entre guillemets. Et donc là, je suis en train de me dire quoi? Ça veut dire que dans une vie autre, j'ai tué un enfant, ou qu'est-ce qui s'est passé pour que je mérite de vivre ça, en fait? Donc c'est vrai que ça te fait te poser beaucoup de questions, donc c'est intéressant. Voilà, et aussi horrible soit-il, hein, mais moi j'ai toujours été à la recherche de réponses par rapport à ma fille, donc du coup, ça me dérange pas d'avoir des réponses même négatives. Et ça disait aussi que pour les grossesses en fait qui s'arrêtent assez prématurément, donc ce qu'on va appeler entre guillemets des fausses couches, même si le terme ne me plaît pas du tout. Pour moi, on est parents même quand on fait une fausse couche, hein. Et bien en gros que en fait l'âme de l'enfant arrive à différents moments dans le corps du bébé quand la mère est enceinte. Et en gros, ça disait que quand l'enfant en gros part très tôt, il n'y a pas encore d'âme dans l'enfant, dans le fœtus, mais que par contre, en fin de grossesse, quand l'enfant meurt en fin de grossesse, eh bien, il y a souvent l'âme en fait dans le corps du fœtus et du coup, bah, les guides en fait sont là au premier mois de la mort de l'enfant pour l'aider à comprendre ce qui lui arrive et à l'aider parce que c'est une souffrance pour le bébé, en gros, de se retrouver comme ça, projeté du ventre de sa mère. Et du coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et du coup, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'avais cette sensation que ma fille désolée, mais le fait de me dire que du coup, bah, mon sentiment était sûrement vrai. J'avais vraiment cette sensation que ma fille était à côté de moi pendant des mois après son décès. Elle est décédée en février 2019.
Et je l'ai senti auprès de moi jusqu'en septembre 2019. Mais vraiment, je sentais... C'est pas comme si j'étais encore enceinte, mais presque, elle était vraiment là. Je ressentais son être, sa personnalité, sa présence, je saurais pas vous expliquer. Cette odeur dans sa chambre, elle a disparu du jour au lendemain. Et on mettait pas de parfum dans sa chambre, il n'y avait pas d'odeur de fleurs qui sortait de je sais pas d'où. Non, non, il y avait une odeur. Mon mari me disait que non, qu'il n'y en avait pas. Alors après, peut-être que j'étais folle, hein, c'est possible aussi. Enfin, folle, peut-être que je me faisais mes délires toute seule, mais il y avait vraiment cette odeur dans sa chambre et tout ça. Et du coup, de lire des livres parfois, ça peut donner des réponses. Et j'ai vraiment eu un écho très très puissant quand j'ai lu ça. Je me suis dit, bah oui, donc ça veut dire qu'elle était déjà, son âme était déjà dans son corps, dans mon ventre. Et du coup, elle est restée auprès de moi un petit bout de temps, le temps de digérer son décès et pour pouvoir mieux supporter son départ loin de nous en fait. Et du coup, au moins elle a pu voir qu'on s'est battu contre notre souffrance. Comme ça, elle a vu qu'on l'aimait plus que tout. Elle a peut-être même essayé de nous parler, j'en sais rien. Peut-être qu'elle a essayé de nous expliquer ce qui s'était passé, hein, je saurais jamais. Mais voilà. Et du coup, c'est des petites choses. Il y a des choses qui m'ont fait du mal dans ce que j'ai lu, mais il y a quand même des choses qui m'ont fait du bien et qui ont répondu à des questions. Enfin, à mon sens. Et du coup, je vous conseille vraiment de lire des livres aussi par rapport à ça. Ça peut, par rapport bien sûr à votre problématique à vous, parce que en fonction de vos croyances, en fonction du moment du décès de votre enfant, si c'est après l'accouchement, si c'est dans le ventre, enfin tout ça, voilà. Mais voilà, je voulais vous parler de ça parce que c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du bien. Voilà, et du coup, ça répondrait à des questionnements que j'ai eus et où je me disais, mais est-ce qu'elle est vraiment avec moi? Comment ça se fait que je la sens si présente? Et pourquoi du jour au lendemain, elle était plus là, quoi? Et d'ailleurs, ça a été horrible pour moi, à ce moment-là. Je me rappellerai toujours ce moment où j'arrive dans sa chambre, il n'y a plus l'odeur, je la sens plus près de moi, et tout d'un coup, ça a été comme un deuxième décès de ma fille, quoi. C'était horrible, c'était horrible. Mais je me dis que ça devait être nécessaire, elle a eu raison. Enfin, elle a eu raison, ou peut-être qu'elle n'a pas eu le choix, j'en sais rien. Je pense que ça a été fait au moment où ça devait se faire. Encore une fois, je pense qu'il y a quand même une question de destin dans la vie. Mais voilà, du coup, j'ai trouvé ça assez fou de me dire que ça se trouve, c'est ça, quoi. Bref, voilà. Euh, Ensuite, je voulais vous parler de bientôt la rentrée de mon fils à l'école. Donc là, il a eu 2 ans il y a quelques mois. Et là, je suis en train de tout préparer pour son entrée à l'école. Et, euh, et c'est assez stressant parce que le rythme, il va être très changeant par rapport à la nounou. Et du coup, ça me stresse un peu. Là, j'étais quand même dans un cocon, on va dire, dans un cocon relativement, on va dire, facile, entre guillemets. J'ai une nounou extraordinaire qui me facilite la vie, mais d'une façon incroyable. Je peux lui amener mes repas pour le midi, tout ça, enfin vraiment incroyable. Et, euh, et en plus, si par exemple, en fait, c'est le mercredi, c'est le jour où je suis avec mon fils. Et par exemple, si j'ai une prestation un mercredi, elle est toujours d'accord pour me changer en fonction de si elle peut, bien sûr, hein. Elle me change si jamais je travaille le mercredi et pas un autre jour de la semaine, elle me change ce jour-là pour que je puisse aller travailler le mercredi. Et je me dis, quand il va aller à l'école, ça va être. En fait, je pensais que ça serait plus simple vu qu'il serait plus grand, mais en réalité, ça va être beaucoup plus difficile parce que j'aurai pas la nounou pour changer la date dans la semaine. C'est le mercredi, il n'y a pas d'école et c'est comme ça. Comment je le fais garder si je travaille? Première chose. Deuxième chose, par rapport à son régime alimentaire, euh, comment je vais faire? Voilà, j'essaie de contacter des médecins de la santé au travail et à l'école et j'arrive pas à les joindre. Et du coup, je peux pas faire de PAI puisque c'est pas une question de PAI étant donné qu'il a pas d'allergie. C'est une question d'un régime alimentaire qu'on a décidé euh, familialement, voilà. Et du coup, ça m'angoisse énormément parce que je pourrais pas aller le chercher tous les midis pour lui faire à manger, c'est pas possible par rapport à mon travail. Mon travail, il est extrêmement changeant, j'ai jamais les mêmes horaires et du coup, c'est vrai que ça me stresse beaucoup. Je vous en parle parce que, bon, du coup, ça n'a rien à voir avec le deuil périnatal, je sais, mais je pense que je stresserais pas autant dans mon rôle de mère si j'avais pas perdu mon premier enfant. Parce qu'en fait, chaque obstacle que je rencontre par rapport à mon fils, c'est très compliqué pour moi.
parce que ça me ramène au fait que ma fille est décédée. Alors je sais, ça peut paraître fou, hein, mais ça me ramène au fait que ma fille est décédée et que du coup, il faut que je fasse tout parfaitement pour mon fils. Parce que ma fille n'est pas là. Entre guillemets, j'ai pas géré parce qu'elle est décédée, mais bon, encore une fois, on sait que j'ai pas à culpabiliser, je le sais au fond de moi, mais parfois il y a des bribes qui reviennent et je pense que c'est ancré en moi malgré tout, malgré la thérapie, etc., même si ça va beaucoup mieux. Donc je me dis, s'il peut pas manger comme il faut le midi, que le mercredi je travaille parfois et que je peux pas changer les jours, comment on va faire en fait? Et du coup, c'est des trucs très cons, je sais, que beaucoup de parents se sont posés et que je devrais pas me mettre dans tous mes états, mais en fait, ça me rend ouf. Ça me rend ouf parce que je me dis, mais pourquoi moi je me mets dans ces états-là, alors que les autres parents, bah ils font et puis c'est tout, et puis ils se posent pas de questions en fait. Mais je sais que c'est parce que moi, mon premier enfant est décédé, je sais que c'est pour ça que je réagis comme ça. Sinon, je pense que je prendrais les choses beaucoup plus légèrement en fait. Mais voilà, je suis très contente qu'il rentre bientôt à l'école. Il y a encore quelques semaines, j'étais en mode ah putain et tout, il va rentrer dans la cour des chacals, il va se faire défoncer, ça va être horrible, il va voir le vrai monde extérieur. Et en fait, je me dis de toute façon, faut bien qu'il y aille, il a pas le choix, et au contraire, ça va lui faire du bien parce que c'est un enfant très sociable et je pense qu'il sait bien faire la part des choses, il sait se défendre et tout ça, donc ça ira. Mais maintenant, c'est vraiment pour toute la partie logistique où je suis vraiment en stress. Voilà, donc est-ce que vous aussi, parents, ça vous met dans un stress pas possible? Ou est-ce que c'est tous les parents qui réagissent comme ça? Je sais pas. Voilà. Bon, cette vidéo fait déjà 16 minutes, donc je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.